Donc maintenant, on va passer au chapitre de l'étude de l'expression des gènes. Donc dans ce chapitre, on va parler d'analyse qualitative et quantitative des transcrits. Ça veut dire les méthodes qui nous permettent d'analyser d'une manière qualitative et de manière quantitative les transcrits. Aussi, on va aborder l'analyse de la transcription in vitro. Et aussi, on va parler des techniques qui nous permettent d'analyser les mécanismes de régulation des gènes. Donc, commençons par l'analyse qualitative et quantitative des transcrits. Donc, on a déjà vu la technique de Northern avant. Donc, il nous donne des informations donc, sur la qualité et la quantité donc, des transcrits. Ça a été déjà décrit avant. Et même la PCR, que ce soit la PCR classique ou la PCR en temps réel, aussi ça nous permet d'étudier la qualité et la quantité des transcrits. Donc, ces deux techniques ont été déjà vues avant. Donc maintenant, on va passer à des techniques plus qualitatives qui vraiment nous permettent de connaître le point d'initiation de la transcription. Ça veut dire la qualité du transcrit. Ça veut dire j'ai une séquence d'ADN génomique et je veux savoir qui correspond bien sûr à un gène et je veux savoir à partir d'où ça commence la transcription. Donc je commence par la technique de la protection à la nucléase S1. Cette technique est basée sur le fait que ce fragment d'ADN sur lequel je travaille ou que je viens donc de l'avoir sous forme d'un clone isolé et donc lequel je vais étudier d'une manière détaillée pour voir le point d'initiation de la transcription, il faut donc le marquer à son extrémité 5' par une molécule radioactive, souvent au phosphore radioactif. Donc après, ce fragment est hybridé avec l'ARN cellulaire et sûrement parmi ces ARN cellulaires, donc il y a l'ARN qui correspond à ce gène-là qui va s'hybrider sur ce fragment d'ADN génomique marqué en 5'. Donc après, on applique la nucléase S1, donc tout ce qui est simple brin et non codant va être, comment dire, digéré et ainsi donc ce qui reste du fragment, associé, donc on aura comme ça l'ARN associé à la séquence vraiment codante de l'ADN génomique et qui est marquée en 5'. Si on passe ça sur une étophorèse dénaturante, ça va nous donner vraiment la séquence, la taille de la séquence qui a été, comment dire, protégée par l'ARN et par suite qui code pour la protéine correspondante. C'est ce que je vais comment dire, l'expliquer sur la diapositive suivante. Donc là, on voit dans la technique de la protection à la nucléase S1, on voit bien notre fragment d'ADN génomique qui est marqué en 5' et qu'on hybride avec tout l'ARN cellulaire. Donc sûrement, l'ARN qui correspond à l'ADN génomique marqué, à mon ADN génomique marqué qui correspond à qu'il y a un gène bien déterminé. Donc on va s'hybrider donc avec l'ARN. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des séquences, comment dire, qui restent simple brin. Et donc, par la destruction en nucléase S1, donc tout ce qui est simple brin va être, comment dire, digéré. Une fois on a digéré donc tout ce qui est simple brin, qu'est-ce qui reste? Ça reste vraiment la séquence de l'ADN génomique qui s'hybride bien avec l'ARN et qui monte comme ça. Donc, à partir d'où ça s'arrête, l'ADN génomique, la partie qui a été mangée de l'ADN génomique, vraiment, ça nous donne comme ça le point exact à partir duquel ça commence la transcription. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait avant cette technique la taille. Après cette technique, on voit bien que la taille a été réduite. Donc, preuve comme quoi, vraiment, il y a des fragments d'ADN qui ont été digérés, qui ont été mangés. Et on peut déterminer vraiment la taille exacte de ce fragment après digestion en nucléase S1. Pour plus de détails, on peut savoir vraiment à la base près les bases qui ont été, comment dire, digérées. On fait avant un séquençage selon Maxam et Gilbert et après la nucléase S1 aussi un séquençage et on compare et on voit par exemple là tout ce qui est en rouge dans le gel qui est à droite, ce sont les bases qui ont été digérées et je peux dire qu'à partir de cette base là, la dernière base qui est en noir, c'est à partir de là que ça commence la transcription parce que tout ce qui est en rouge ça a été digéré et comme ça on peut vraiment à la base prédéterminer à partir d'où ça a commencé la transcription. Souvent on utilise cette technique quand le fragment d'ADN génomique correspond à la partie du gène qui est plutôt vers le promoteur, vers la région promotrice.
donc pas vraiment au milieu ou loin de la région promotrice, parce que souvent, quand on est à la recherche d'un gène et on essaie de rechercher des clones dans une banque, on ne tombe pas souvent sur la totalité du gène, on tombe sur des fragments. Et donc là, par exemple, si on tombe sur un fragment qui correspond à notre gène, mais qui est plutôt vers la région promotrice, on utilise cette technique. On a d'autres techniques où on tombe sur une séquence du gène, mais qui est plutôt loin de la région promotrice. Donc il y a donc d'autres techniques, comme par exemple l'extension d'amorce, c'est ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc là, c'est une deuxième technique qu'on appelle l'extension d'amorce, qui permet aussi d'étudier la qualité de l'ARN et donc par suite de connaître le point d'initiation de la transcription. Donc on commence bien sûr, l'ADN il est plutôt vers l'intérieur du gène, donc ça ne couvre pas plutôt la région promotrice, c'est plus vers l'intérieur du gène. Et donc on prend cet ADN génomique et on le marque à son activité 5' et on le met en présence de l'ARN. Mais comme l'ARN est plus, comment dire, est plus large que l'ADN génomique cette fois-ci, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est l'ARN qui est simple brin. C'est l'ARN qui est simple brin. Et en s'hybridant avec l'ADN génomique et en appliquant une polymérase et en présence de nucléotides, on essaie de synthétiser l'ADN jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au bout de l'ARN, qui était simple brin. Parce que l'ADN, il est plutôt vers l'intérieur du gène. Donc là, on polymérise, on synthétise. Et à partir de l'extrémité 5' du site ADN qui est marqué en 5', on essaie d'appliquer une polymérase et en présence de désoxyribonucléotides, on essaie de compléter jusqu'à arriver, bien sûr, ça va s'arrêter la polymérisation au bord de l'ARN et comme ça, on aura vraiment un hybride ADN-ARN. Puis après, par électrophorèse, on peut déterminer la taille avant et après et on peut savoir donc vraiment à la base près les bases qui ont été rajoutées et par suite à partir d'où ça commence le début de la transcription. Je vais l'expliquer dans la diapositive suivante. Donc c'est la technique extension d'amorce. On a donc l'ADN génomique qui est marqué en 5' qui est plutôt vers l'intérieur du gène. Donc en s'hybridant avec l'ARN correspondant. Donc il y a formation d'hybride, mais c'est l'ARN qui est plus long. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là? En présence, par exemple, de la transférase inverse, qui est une ADN polymérase, et en présence de désoxyribonucléotides, donc on va synthétiser. Donc avant, il était plus court, après, il est devenu plus long, donc on peut déterminer vraiment la taille exacte. Mais pour plus de précision, on peut faire un séquençage avant la technique et un séquençage après, extension d'amorce. Et on aura par exemple en rouge les bases qu'on a rajoutées jusqu'à arriver au début de la transcription. Et comme ça, il est au bord de l'ARN, il est à partir d'où donc comment dire, ça a commencé la transcription. Et comme ça, on peut savoir vraiment à la base près à partir de quelle base ça commence la transcription. On passe à la technique dot block qui est plutôt quantitative. Donc, cette technique est utilisée pour quantifier un ARN donné au sein d'une population hétérogène d'ARN sans séparation. Et ça peut être aussi utilisable pour l'ADN. Donc, en fait, pour cela, il y a une série de dilutions d'un ARN étalon, dont le titre est connu. Donc, une série de dilutions sont déposées en ligne sur une feuille de nitrocellulose ou de nylon. Les dépôts, bien sûr, sont en forme de rond et donc de diamètre constant et bien calibré. Sur une autre rangée parallèle sont déposées les dilutions de la solution d'ARN contenant l'ARN que l'on veut doser. Bien sûr, les ARN sont immobilisés puis hybrider avec une sonde radioactive. Après lavage, on pratique une autoradiographie et l'intensité des tâches correspondant aux dilutions de la solution où se trouve l'ARN à doser est comparée à celle donnée par la gamme étalon et comme ça on peut quantifier notre ARN. Donc cette technique permet par exemple de comparer le taux de messager entre deux types cellulaires, d'un messager donné entre deux types cellulaires et ça permet aussi d'étudier la variation du taux de messager au sein d'un même type cellulaire mais à différents stades, par exemple de différenciation, division cellulaire ou après stimulation. On passe à la technique de la protection à l'RNase.
En fait, l'ARN qu'on veut étudier, il faut préparer contre cet ARN du gène qu'on veut étudier, il faut préparer un ARN antisense qui est marqué. Bien sûr, comme on a vu avant, à l'aide d'un vecteur et en présence de ribonucléotides marqués, on prépare cet ARN antisense correspondant à un ARN bien déterminé qu'on veut étudier. Donc, il est hybridé avec l'ARN total extrait d'un type cellulaire donné. Bien sûr, notre ARN antisense marqué va s'hybrider avec l'ARN correspondant. Puis après, on digère tout ce qui est ARN simple brun. Tout ce qui est simple brun, ce qui reste, c'est ARN antisense marqué hybridé avec l'ARN d'intérêt. Puis après, si on passe sur un gel d'électrophorèse naturant, et comme ça, on aura donc comment dire, la qualité et la quantité de ce messager, la qualité de point de vue, présence, absence et taille, et la quantité aussi, on peut voir selon donc l'intensité du marquage, on peut déterminer donc comme ça la quantité de ce messager dans ce type cellulaire et le comparer donc avec d'autres types cellulaires ou avec le même type cellulaire mais dans d'autres conditions donc de signalement, de différenciation, etc. Enfin, on passe à l'hybridation in situ. L'hybridation in situ, donc qu'on a aussi déjà vu avant et qui aussi permet d'hybrider. Donc, au lieu de détecter de l'ADN, on peut détecter notre ARN à l'aide d'une sonde, ou bien ADN ou bien ARN. On peut détecter cet ARN et par suite quantifier cet ARN-là. Donc, l'hybridation in situ, elle a l'avantage, c'est que non seulement on peut voir, on peut quantifier notre ARN, mais aussi on peut étudier sa localisation, son positionnement au niveau donc cellulaire et sa forme, etc. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, toutes les autres techniques, c'est sur gel, alors que l'hybridation in situ, c'est au niveau, dans un contexte nucléaire, dans un contexte cytoplasmique, etc. Donc, on peut étudier la présence, l'absence et quantifier la quantité donc, de notre comment dire, messager, mais aussi on peut étudier donc, son positionnement, sa forme, sa distribution, etc. Donc, c'est ça l'avantage du l'hybridation in situ par rapport aux autres techniques de la biologie moléculaire. Maintenant, on va passer à l'analyse de la transcription in vitro ou analyse du taux de transcription ou la force d'un promoteur, si on peut dire. Donc, il y a deux techniques, le run-off et le run-on. Le run-off, c'est plus in vitro, c'est une technique où on étudie le taux de transcription d'un gène donné dans un tube à essai. Donc, notre gène, il est, comment dire, cloné dans un vecteur. On met ce vecteur dans un tube à essai. On met tous les ingrédients d'une transcription in vitro, une ARN polymérase, des cofacteurs, des nucléotides. Et en plus, on met un excès protéique nucléaire qui correspond au tissu sur lequel on travaille ou au type cellulaire sur lequel on travaille. Parce que nous, quand on parle de l'analyse de la transcription, c'est dans un tissu bien déterminé. Parce que ça change d'un tissu à un autre. Donc, on met en présence, dans ce tube à essai, en présence de tous ces ingrédients, un excès protéique nucléaire correspondant au tissu sur lequel on travaille. Donc, on dit, si le gène il est actif dans ce tissu, donc ça doit être activé in vitro dans le tube à essai. S'il est réprimé, ça doit être réprimé. S'il est moyennement actif, il va être moyennement activé. Et comme ça peut nous donner donc une idée sur le taux de transcription ou la force du promoteur de ce gène dans ce tissu. Mais souvent, il faut se méfier de ce run-off parce que souvent, on tombe vraiment dans des résultats qui sont pas trop vrais. Des faux résultats, ça donne des faux résultats et il faut le vérifier par le run-on. Le run-on, c'est quoi? C'est aussi une analyse in vivo sur des noyaux, in vitro, pardon. On travaille sur des noyaux isolés, mais déjà, l'élongation de la transcription est déjà initiée in vivo. Donc, c'est une technique qui est très utilisée. Qu'est-ce qu'on fait dans cette technique? Les noyaux de la cellule qui sont encore vivantes et qui sont, comment dire, maintenus en culture, on isole les noyaux de ces cellules et on les incube en présence de ribonucléotides radioactifs. On dit donc les ARN qui sont en cours de transcription vont incorporer de ces ribonucléotides. Alors les ARN qui sont nouvellement synthétisés vont incorporer donc des ribonucléotides radioactifs. Et comme ça, les ARN nouvellement synthétisés vont être marqués. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend ces noyaux, on les lise et on extrait tous les ARN de ces noyaux-là. Donc je vais compléter dans la diapositive suivante. Donc une fois on a extrait tous les ARN donc, des noyaux déjà manipulés,
Donc ces ARN, il y en a des ARN surtout les ARN nouvellement synthétisés qui vont être marqués, qui vont vraiment incorporer des ribonucléotides marqués du milieu. Donc ces ARN, tous les ARN, donc extraits, vont être hybridés sur une membrane, mais sur cette membrane, on a immobilisé une sonde contre notre gène d'intérêt, contre vraiment le messager de notre gène d'intérêt. Donc là, la sonde, c'est vraiment quelque chose de très particulier. La sonde qui est immobilisée sur la membrane, c'est une sonde qui n'est pas marquée. Mais on l'appelle sonde parce que c'est elle qui va nous permettre de capter afin de pouvoir détecter les messagers de notre gène d'intérêt. Donc une fois on a immobilisé notre sonde qui n'est pas marquée sur la membrane, et en passant tous les ARN sur cette membrane-là, seulement les ARN de notre gène vont être immobilisés, et seulement les ARN nouvellement synthétisés et qui sont marqués qui vont être visualisés sur cette membrane-là. Puis après, par autoradiographie, l'intensité des tâches, bien sûr, sera proportionnelle à la quantité des ARN donc nouvellement synthétisés ou synthétisés, et donc au taux de transcription et au taux de transcription. Et comme ça, on peut estimer ainsi le taux de transcription donc, de ce gène-là. Maintenant, on passe au mécanisme de régulation des gènes, et on va commencer par la mise en évidence des zones sensibles. Donc, on a déjà vu ça avant. Dans les gènes de globine, la sensibilité à la DNase 1. Donc, cette technique permet de mettre en évidence des gènes actifs. Ça veut dire, donc en fait, des noyaux purifiés sont incubés en présence de faibles doses de DNase 1. Et puis, au cours du temps, des alicos sont prélevés à différents temps et analysés par hybridation à l'aide d'une sonde correspondant aux gènes que l'on veut étudier. Donc, avec le temps, on voit combien est le pourcentage d'hybrides formé avec notre sonde. Si le pourcentage diminue, ça veut dire, avec le temps, ça veut dire ce gène, il est probablement un gène actif. Alors que si le pourcentage d'hybrides ne change pas, il reste plus ou moins constant, ça veut dire que ce gène est transcriptionnellement inactif. Et comme ça, on peut souvent, ça a été corrélé, les zones sensibles à la DNase 1, c'est souvent corrélé avec activation de gènes, inactivation de gènes. Quand c'est sensible, ça veut dire les gènes sont actifs au niveau de cette zone-là, alors que quand c'est pas sensible à la DNase 1, souvent les gènes sont réprimés et sont inactifs. Là, donc, on a une expérience qui montre la sensibilité à la DNase 1 pour certains gènes, alors que la non-sensibilité à la DNase 1 pour d'autres gènes. Là, par exemple, le truc en noir, la courbe en noir, c'est un gène inactif, alors que la courbe en rouge, c'est un gène actif. Donc, bien sûr, on a pris des noyaux, on les a traités à de faibles doses de DNase 1, puis après, pour donc, chaque gène, on a essayé d'hybrider une sonde correspondant donc, à un gène donné. Donc, on a essayé de suivre avec le temps le pourcentage d'hybrides donc, formé avec la sonde. Donc, pour le gène inactif, donc le pourcentage d'hybrides n'a pas changé au cours du temps. Donc il est resté presque constant. Donc preuve comme quoi c'est un gène donc inactif. Alors que donc la courbe rouge, donc ça permet de voir qu'il y a une diminution rapide de ce taux de ce pourcentage d'hybrides formé avec la sonde, et par suite montrant que c'est un gène qui est transcriptionnellement actif. Allez, j'aime bien dire là qu'on a aussi ce qu'on appelle des sites hypersensibles. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment particulier dans la sensibilité à la DNase 1. Donc, certaines zones, le plus souvent, on s'imprime des gènes très activement transcrits. Donc, ces zones présentent une hypersensibilité vis-à-vis des DNases qui se comportent alors comme des enzymes de restriction vis-à-vis de certains sites, car elles les coupent d'une manière reproductible. Donc, on aura vraiment comme un profil qui ne change pas, donc en traitant à la DNase 1, et comme ça on parle de sites hypersensibles à la DNase 1, et souvent ce sont des zones donc, qui sont en synchronie des gènes et qui contrôlent la transcription ou la régulation de ces gènes-là. Donc pour cela, pour l'hypersensibilité à la DNase 1, donc la chromatine ou les noyaux sont incubés avec des concentrations très faibles de DNase 1, ce qu'on appelle digestion douce, puis l'ADN excès est ensuite coupé par une enzyme de restriction. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc, les bandes obtenues par l'enzyme de restriction, au cours du temps, en même temps que la digestion à la DNase 1 qui est ménagère, qui est très douce, donc on voit que toujours on a ces bandes obtenues par l'enzyme de restriction, mais avec le temps, on voit que certaines bandes disparaissent alors que d'autres apparaissent. Et en fait,
c'est les bandes déjà coupées, certaines bandes coupées par l'enzyme disparaissent avec le temps, alors que, parce qu'en fait la DNA se coupe au niveau de ces bandes-là et fait apparaître d'autres bandes. C'est pas l'enzyme qui fait ça, mais c'est pas l'enzyme de restriction, mais c'est la DNase 1 qui a pu faire ça, qui a agi comme si c'était une enzyme de restriction. Donc, preuve comme quoi vraiment on a des zones hypersensibles à la DNase 1. Bien sûr, dans la mise en évidence des zones sensibles ou hypersensibles, il faut toujours un témoin négatif, un gène qui est inactif pour la première, les zones sensibles. Et dans les deux aussi, on doit avoir des noyaux qui ne sont pas traités. Ça veut dire qu'il faut vraiment toujours avoir un contrôle négatif sans traitement à la DNase. Donc maintenant, on passe à la détermination de la force promotrice et des éléments régulateurs, élément 6. Donc on sait qu'on peut étudier la force promotrice ou le taux de transcription ou la force du promoteur dans un système de transcription in vitro, le run-off. On peut aussi, par expression transitoire dans un type cellulaire, si on transfecte, bien sûr, on a dit, même dans le run-off, on a notre plasmide ou notre vecteur qui contient notre gène, avec vraiment notre gène, avec son promoteur. Donc, on peut, ce vecteur, on peut le transfecter dans une cellule et avoir une expression transitoire tant que le vecteur est extra-chromosomique. Ou bien, si ce vecteur est incorporé d'une manière stable dans le génome de la cellule, on peut, sous forme de transgène par exemple, on peut comme ça aussi étudier d'une manière plus, comment dire, à long terme, donc l'expression de notre gène. Mais là, actuellement, on n'a pas besoin d'avoir les transcrits de ce gène pour étudier le taux de transcription ou la force du promoteur. Actuellement, on utilise des gènes qu'on appelle des gènes rapporteurs ou indicateurs, qui sont donc le plus souvent des enzymes ou même des protéines qui donnent une coloration. Et quand le promoteur est actif, cette enzyme ou cette protéine, donc, elle est exprimée et par suite, en présence d'un substrat donné, ça donne une coloration ou une lumière, etc., qui vraiment nous permet de quantifier la force de ce promoteur ou le taux de transcription qui se passe au niveau de ce promoteur. Donc, parmi ces gènes rapporteurs, on a le gène de la bêta-carotidase ou l'AXZ qui est en présence de X-gal. Ça donne une coloration et on peut comme ça connaître le taux ou la force du promoteur, donc de ce gène-là. Ça veut dire que ça soit transcription in vitro ou expression transitoire ou sous forme de transgène, donc au lieu de cloner le gène et son promoteur, on clone seulement le promoteur, mais derrière on a un gène rapporteur ou gène indicateur. Ou gène indicateur comme le gène de la bêta-carotidase qui est en présence de X-cal, c'est la Z en présence de X-cal, ça donne une coloration. Le gène de la bêta-glucuronidase qui est en présence de X-gluc, donc ça donne aussi une coloration. En présence de ce substrat qui est X-gluc, on a aussi, par exemple, le gène de la luciférase qui est en présence de la luciférine, ça donne une lumière. Il y a la GFP qui est déjà une protéine fluorescente, ainsi de suite. Ainsi, ces gènes rapporteurs, quand on les met derrière le promoteur, que ce soit dans le run-off ou par expression transitoire ou par expression du transgène, ça vraiment directement le produit de ces gènes rapporteurs, ça nous donne une idée sur la force du promoteur de notre gène. Mais ce n'est pas seulement ça, on peut aussi étudier les éléments 6 qui sont au niveau de la région promotrice, qui sont impliqués dans l'activation ou dans la répression ou dans la définition du taux de transcription de notre gène dans un type cellulaire donné. Ça veut dire que je peux à chaque fois enlever une partie, déléter une partie et voir l'effet de cette partie délétée de la région promotrice sur l'activité transcriptionnelle de mon gène et par suite déduire quelle séquence au niveau de la région promotrice est responsable de l'activité donc transcriptionnelle de ce gène. Si mon gène, par exemple, il est hautement transcrit dans un type cellulaire donné, et quand j'ai délété une séquence et je vois que le taux a trop diminué, je dis que la séquence que je viens d'enlever, elle est impliquée dans l'activation de ce gène. Ça veut dire que cette séquence-là, cet élément 6 qui est dans la région promotrice, il y a sûrement des protéines qui viennent et qui interagissent avec le complexe polymérase et par suite définir
Donc, le taux de transcription et par suite active le taux de transcription, par exemple, dans ce type cellulaire. Parce que quand j'ai enlevé cet élément 6, le taux a taux chuté, preuve comme quoi cet élément 6 est impliqué dans l'activation de ce gène. Et comment j'ai pu détecter ça? C'est via le produit de ces gènes rapporteurs, donc, qui sont collés derrière le promoteur, qui me donnent directement une information. Je n'ai pas besoin d'étudier des transcrits parce que ce sont des indicateurs, ce sont des rapporteurs, ça me donne directement quelque chose qui me permet de déduire une force promotrice ou un taux de transcription. Maintenant, on passe donc à la mise en évidence de protéines interagissant avec l'ADN. Ça veut dire la mise en évidence de facteurs trans interagissant avec les éléments 6 ou l'ADN. On va commencer par la technique du retardement sur gel, ou gel shift, ou gel retard. Cette technique, elle permet la mise en évidence d'une interaction entre facteurs trans et éléments 6. Ça veut dire qu'elle permet de prouver qu'il y a vraiment une interaction entre un élément 6 avec des facteurs trans. Donc l'ADN soupçonné interagit avec des facteurs trans et marqué par exemple de manière radioactive, le plus souvent c'est radioactif. Et donc, puis après, cet ADN soupçonné interagir, ou pour lequel on veut voir s'il pourrait interagir avec des facteurs trans, donc est mis avec des extraits protéiques du type cellulaire sur lequel je travaille. Quand je parle d'une expression, on parle tissu spécifique. C'est sur un type cellulaire, donc c'est dans un type cellulaire bien déterminé. Donc, le type cellulaire sur lequel on travaille, on fait un extrait protéique et on le met avec cet élément 6 marqué de manière radioactive. Donc, cet élément 6 ou l'ADN qui est marqué à son extrait 5' de manière radioactive est mis en présence d'un extrait protéique du type cellulaire sur lequel on travaille. Donc, après le mélange et on passe ce mélange après incubation, on le passe sur gel, mais qui a des mailles assez larges parce que ce sont des complexes qui vont traverser ce gel. Donc, le gel ne doit pas être trop concentré, il doit être dilué. Et puis, selon la taille, donc l'ADN, l'élément 6, sans interaction, il a telle taille. Donc, si sa taille a changé, s'il a été retardé, ça veut dire qu'il y a des facteurs trans qui sont collés dessus et par suite qui ont retardé sa migration. C'est pour ça qu'on appelle retardement sur gel. Et comme ça, on peut vraiment voir, selon la taille de l'ADN marqué à son extrémité, c'est lui qui va me permettre de visualiser le complexe, s'il existe. Donc, normalement, l'ADN nu, il a telle taille. Si la bande a été retardée, si le marquage, si on voit qu'il y a une bande à niveau plus haut, une bande radioactive qui est à un niveau plus haut, ça veut dire que l'ADN a été retardé par des protéines. Il y a des facteurs trans qui sont collés dessus et par suite qui ont causé ce retard sur le gel. Donc, pour vraiment affirmer la spécificité de cette interaction, un compétiteur homologue ou hétérologue doit être utilisé. Ça veut dire homologue, ça veut dire que c'est la même séquence, élément 6, qui est rajoutée à des concentrations croissantes en même temps. Et ça veut dire on fait la même expérience mais avec des concentrations croissantes ou bien en présence d'un compétiteur homologue, ça veut dire la même séquence élément 6 qui est rajoutée mais en concentration croissante et qui n'est pas marquée. Alors que hétérologue, n'importe quelle séquence qui n'a rien à voir avec l'élément 6 qui est rajoutée aussi en concentration croissante. Et qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut vraiment voir que le compétiteur homologue, on va assister à la diminution de la bande qui est retardée. L'ADN marqué qui est retardé va être vraiment en quantité, l'intensité de la bande va diminuer parce que comme c'est homologue, ça veut dire la séquence non marquée aussi va se coller au facteur trans et par suite, comme ça va diminuer le taux de molécules marquées protéines au facteur trans, interagissant avec un facteur trans. Alors que l'hétérologue, ça ne doit pas affecter donc l'interaction et toujours on assiste comme ça à la même intensité de bande de molécules retardées, facteurs trans, élément 6 marqués. Donc on passe maintenant à la technique du footprinting. Cette technique permet de déterminer le siège de l'interaction entre facteurs trans et ADN. Donc bien sûr, on sait que l'interaction d'une protéine avec une séquence d'ADN
protège cette séquence vis-à-vis des DNAs. Donc, après incubation en présence de DNAs, la fraction de l'ADN non digéré correspond aux séquences de l'ADN interagissant avec des protéines, donc à l'empreinte de la protéine, d'où l'appellation footprinting qui veut dire empreinte de pied. Donc, dans la pratique, le traitement de l'ADN exploré, dont la longueur ne doit pas dépasser quelques centaines de paires de bases, est déjà marqué avec souvent du phosphore radioactif à l'une de ses extrémités 5' ou 3', puis il est incubé en présence d'un excès protéique, où sont censées se trouver bien sûr les protéines interagissantes. Puis on effectue une digestion par la DNase 1. En parallèle, une incubation sans excès protéique est effectuée. Elle servira de témoin. Les produits de digestion sont enfin analysés par éthophorèse sur un grand jet de polyacrylamide. Dans le canal correspondant à l'ADN témoin non incubé, on observe une série continue de bandes rapprochées. Chacune correspond à l'une des bases de la séquence d'ADN. En effet, la DNase coupe peu et au hasard. Et sur l'ensemble des fragments, le nombre de coupures après chacune des bases est statistiquement identique. Le principe, à peu près, c'est le même principe que Maxam et Gilbert. Ça veut dire le principe statistique est identique à celui utilisé dans la technique de Maxam et Gilbert. On a un peu et au hasard. Dans le canal correspondant à l'ADN, déjà incubé avec les protéines susceptibles d'interagir, donc une ou plusieurs zones plus ou moins longues sont dépourvues de bandes. On voit ça. Ceci indique que la présence d'ADN ceci indique que la séquence de l'ADN correspondante n'a pas été attaquée par la DNase. Donc, ça a été protégé par des protéines fixées. La zone protégée peut être déterminée à la base près. Pour faciliter le repérage au sein de la séquence, une détermination de la séquence est effectuée, un séquençage est effectué en même temps sur le même gène, donc à côté donc, du footprinting. Donc là, c'est le résultat d'une expérience de footprinting. Un, c'est le séquençage selon Maxam et Gilbert. Le puis 2, c'est la digestion de l'ADN exploré bien sûr par l'ADN 1, mais en absence d'excès nucléaire. 3, 4, 5, c'est aussi ADN en présence explorée par l'ADN 1, mais avec des concentrations croissantes de DNase 1 et en présence d'extraits nucléaires. Donc on voit que, avec les concentrations croissantes de la DNase 1, des protéines présentes dans l'extrait nucléaire interagissent avec l'ADN au niveau des zones qui sont PE, DE1 et DE2 et le protègent contre la DNase 1. On voit bien que sur les bords des zones protégées, on voit donc des bandes qui sont plus intenses et indiquant que la coupure ont été très fréquentes à cet endroit. Donc, ça correspond à des zones hypersensibles. Donc, l'accès de la DNase 1 à l'ADN au niveau de ces zones-là étant facilité soit par une structure particulière de l'ADN, soit par une interaction avec la protéine fixée à l'ADN. Maintenant, on passe à la technique de l'interférence de méthylation. Cette technique qui vient en complément des deux précédentes permet d'affiner l'étude de l'interaction entre une protéine et un ADN. Elle permet de déterminer quelles sont les guanines de la séquence nécessaire à l'interaction de la séquence avec la protéine. Donc en pratique, le fragment d'ADN susceptible d'interagir avec une protéine est marqué au phosphore radioactif à l'une de ses extrémités, puis il est partiellement méthylé sur ces guanines avec du diméthylsulfate. Donc, on connaît la réaction, comme d'habitude, est conduite de telle façon que, au hasard, seules quelques guanines sont méthylées. Donc, si la méthylation s'est effectuée sur une guanine impliquée dans une interaction avec une protéine, cette interaction ne peut plus se contracter. C'est ça le principe. Il est donc, alors en pratique, il est alors pratiqué une expérience de retardement sur gène, comme on a déjà vu avant. Les bandes retardées et non retardées sont découpées et l'ADN est élué. Et une détermination de la séquence, limitée seulement aux seules guanines, est effectuée par la technique de Maxam et Gilbert. Les séquences obtenues sont comparées. Comme la méthylation d'une guanine empêche son interaction avec une protéine, les fragments méthylés
sur une guanine impliquée dans l'interaction ne sont plus retardés dans le gel. Il en résulte que dans l'analyse de la séquence, la bande correspondant à cette guanine sera absente. Donc la comparaison de la séquence DG entre les fragments retardés et non retardés permet donc de localiser les guanines impliquées dans l'interaction. Là, c'est une expérience d'interférence de méthylation. Donc la séquence susceptible d'interagir avec une protéine est marquée, traitée au diméthylsulfate, et puis mis en présence d'extraits nucléaires, puis passage sur gel, une manip de retard sur gel. Donc on a des bandes retardées, des bandes non retardées, puis traitement à la piperidine, séquençation Maxime et Gilbert pour léger, en comparant les retardés avec les non retardés. Donc on peut déterminer donc le positionnement des G impliqués dans l'interaction. Par exemple là, les bandes du milieu donc sont impliquées, donc ça nous permet de positionner les G qui sont impliqués dans l'interaction entre ADN et protéines. Donc, une fois on a mis en évidence que notre élément 6 paraît interagir avec des facteurs trans, maintenant on peut se demander quelles sont ces protéines ou ces facteurs trans qui pourraient interagir avec l'élément 6. Donc, on peut, à partir de retard sur gel, de la technique de retard sur gel, découper la bande et par suite extraire les protéines qui interagissent avec notre élément 6. Ou bien par chromatographie d'affinité, ça veut dire immobiliser notre élément 6 sur une colonne et par suite essayer, après élution, d'avoir donc la protéine qui interagit de manière spécifique avec mon élément 6. Mais ces deux techniques donnent vraiment très peu de protéines. Mais le rendement il n'est pas important, donc ça ne me permet pas d'analyser d'une manière détaillée après la molécule et d'étudier vraiment sa séquence, son identité. Donc, mais ça permet quand même peut-être de faire des anticorps contre cette protéine-là. Et par suite, utiliser donc ce peu d'ADN que j'ai pu extraire du gel retard ou de la chromatographie me permet de fabriquer des anticorps contre cette protéine et par suite de cibler après une banque d'expression et donc avoir comme ça après le clone qui code pour cette protéine-là et avoir comme ça des quantités importantes de cette protéine qui va me permettre vraiment d'étudier comme je veux la protéine et de dévoiler son identité, sa séquence, etc. Alors, il y a aussi donc une technique qu'on appelle le Southwestern qui permet, à l'aide de l'élément 6 qui est marqué à une de ses extrémités, de l'utiliser comme sonde pour cribler une banque d'ADN-C et voir cet élément 6 qui est marqué, il interagit avec quelle protéine exprimée dans quel clone. Et une fois ça s'est collé sur un clone, je dis donc la protéine qui correspond, qui pourrait interagir avec cet élément 6, apparemment elle est exprimée dans ce clone-là, je peux extraire ce clone et par suite donc avoir des quantités importantes de la protéine qui interagit avec mon élément 6. Et pouvoir comme ça l'analyser et avoir plus d'informations sur la protéine, sur sa séquence et sur son identité. Il y a aussi ce qu'on appelle simple hybride, double hybride. Ce sont des systèmes in vivo qui permettent, comment dire, de confirmer une interaction in vivo. Donc, c'est chez la levure, ça se passe chez la levure. Une fois j'ai mis en évidence une interaction entre facteur trans élément 6 par gel retard ou autre. Donc, in vivo, je peux, confirmer ça par exemple, la technique simple hybride. Elle permet de confirmer in vivo cette interaction facteur trans élément 6 et elle permet aussi de connaître l'identité de la protéine qui interagit avec mon élément 6. Non seulement confirmer cette interaction in vivo, mais aussi déterminer l'identité parce que après je connais quelle protéine peut interagir et quelle est son identité parce que après je peux faire tout ce que je veux avec cette protéine-là. Double hybride, c'est aussi un système in vivo chez la levure qui permet de mettre en évidence des interactions protéine-protéine, mais un système in vivo. Et il y a ce qu'on appelle le biaccord, c'est une machine qui permet de mettre en évidence tout type d'interaction. ADN-protéine, protéine-protéine, même plusieurs protéines entre elles, et même n'importe quelle interaction entre ligand et récepteur, n'importe quelle molécule, vraiment. N'importe quel tout type d'interaction peut être mis en évidence via donc cet appareil qui est le biaccord. Maintenant, on passe à la dernière partie qui est la traduction in vitro.
Donc, on sait que la traduction des messagers, c'est un système qui est complexe. Mais malgré ça, il est possible de le faire fonctionner in vitro. Donc, ce système n'est utilisé qu'à des fins vraiment analytiques. L'utilisation principale ou les utilisations principales sont, par exemple, la mise en évidence d'un messager dans un milieu donné, la présence d'un messager, la mise en évidence d'éventuels précurseurs d'une protéine, ou même l'étude du rôle de certaines séquences dans la régulation de la traduction. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? La pratique est très simple. Les acteurs de la traduction, ribosomes, un transfert, fraternisation, délongation, etc., sont apportés soit par un excès de réticulocytes, soit par un excès de gènes de blé. Mais ces excès doivent être nucléasés, ça veut dire déterminer tous les messagers endogènes qu'ils contiennent. Puis à cet excès sont ajoutés, bien sûr, du GTP, source d'énergie, des acides aminés, dont au moins est marqué de manière radioactive, et enfin les messagers à traduire. Les produits de traduction sont analysés par électrophorèse, souvent en jet de polyacrylate, et éventuellement, après immunoprécipitation par un anticorps, dirigé contre la protéine dont on désire étudier donc l'ARN messager.